Mon petit ami m'a humiliée lors de notre anniversaire, révélant mes origines modestes devant tout le monde. Le cœur brisé, j'ai pris une décision impulsive. J'ai dépensé 50 000 € sur sa carte de crédit à Paris. Ce qui a commencé, comme une vengeance, s'est transformé en un voyage de découverte de soi. Entre les cafés parisiens et les rues charmantes, j'ai redécouvert ma valeur au-delà des apparences. Préparez-vous pour une histoire de dignité retrouvée qui touchera votre cœur. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Je n'aurais jamais imaginé que 5 ans de relation se termineraient en larmes dans l'un des restaurants les plus élégants de Lyon. Antoine avait tout organisé, une célébration surprise avec amis et familles pour fêter notre anniversaire de couple. J'étais rayonnante ce soir-là, portant la robe rouge qu'il m'avait offerte à Noël. Mes cheveux étaient impeccables, résultat d'heures passées chez le coiffeur. Je voulais être parfaite pour lui, pour nous. C'est après le champagne, alors, que les serveurs servaient déjà le dessert, que tout s'est effondré. Antoine a levé sa coupe, a souri aux invités et a commencé ce qui semblait être un toast romantique. « Hélène est une femme incroyable », a-t-il dit, et mon cœur s'est accéléré de fierté. Je veux que tout le monde sache combien j'admire son parcours. Après tout, ce n'est pas n'importe qui quitte un petit village de l'Auvergne, fille d'une femme de ménage et d'un maçon, et arrive là où elle est arrivée. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Je ne cache jamais mes origines, mais je ne les expose pas non plus comme une attraction de cirque. Antoine a continué, détaillant comment j'arrivais à l'école sans fourniture correcte, comment je travaillais en vendant des gâteaux faits maison à 10 ans, comment mon premier emploi a été de faire des ménages à 14 ans. À chaque détail exposé, je m'enfonçais davantage dans mon siège. Ce n'étaient pas des mensonges, c'étaient des vérités intimes, partagées dans des moments de vulnérabilité, jamais destinés à être exhibés comme des trophées de sa charité. Et regardez-la aujourd'hui, elle est chef d'entreprise, elle a sa propre affaire, un véritable exemple de dépassement de soi. Je l'ai aidée, bien sûr, je lui ai présenté les bons contacts, ouvert quelques portes, mais le mérite lui revient entièrement. C'est quand il a posé sa main sur mon épaule, dans un geste qui pour les autres semblait affectueux, mais qui pour moi pesait comme du plomb, que j'ai compris. Ce n'était pas un compliment. C'était une humiliation méticuleusement orchestrée, une façon de rappeler, à moi et à tous, que j'étais toujours la petite fille pauvre de province, qui avait eu besoin de sa bienveillance pour être acceptée. Tout le monde a applaudi, certains avec des sourires sincères, d'autres, principalement ses sœurs et sa mère, avec cette lueur de satisfaction dans le regard, comme ceux qui voient enfin confirmer la théorie selon laquelle je ne serais jamais vraiment digne de cette famille. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était glacial. Je digérais encore ce qui s'était passé, tandis qu'il conduisait tranquillement, comme si de rien n'était. Quand nous sommes enfin arrivés à l'appartement, il a demandé, avec la désinvolture de quelqu'un qui commente la météo, « Tu es bizarre. Tu n'as pas aimé la surprise ? Pourquoi as-tu fait ça, Antoine ?» Ma voix sortit étranglée, un mélange de chagrin et d'incrédulité. Il haussa les épaules. « Fais quoi ? Je t'ai complimenté. J'ai montré à tout le monde comment tu as évolué, comment tu as surmonté tes difficultés. Tu m'as humilié. Tu as exposé des parties de ma vie que j'avais partagées avec toi en confiance. » Antoine rit, ce rire condescendant que, je le réalisais maintenant, il utilisait toujours quand j'exagérais. Quel mélodrame, Hélène. Tout le monde sait déjà que tu viens d'une famille simple. Ce n'est un secret pour personne. Une chose est qu'il sache que je viens d'une famille simple. Une autre est que tu racontes les difficultés de mon enfance lors d'un dîner d'anniversaire. Comme si ma vie était une émission de télé-réalité sur la réussite. Tu es injuste. Je voulais exactement le contraire. Montrer combien tu es admirable. Celui qui n'a jamais vécu le poids des inégalités ne peut comprendre. Antoine ne comprendrait jamais. Pour lui, fils d'une famille traditionnelle lyonnaise, propriétaire d'une entreprise de BTP héritée de son père, mon parcours n'était qu'une histoire curieuse à raconter aux amis, démontrant sa propre bienveillance en choisissant comme petite amie une provinciale qui avait réussi. Je suis allée dans la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. À 45 ans, mon visage conservait encore la beauté qui plaisait tant à Antoine, bien qu'il tienne toujours à suggérer des traitements, des procédures, des moyens de m'améliorer. Encore plus. J'ai appuyé mes mains contre le lavabo en marbre et j'ai respiré profondément, essayant de contenir mes larmes. Pas pour la première fois.
La voix de ma mère résonna dans mon esprit. Personne ne donne rien gratuitement. Ma fille, surtout un homme riche. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, Antoine est parti tôt pour une réunion, laissant sur la table de la cuisine une carte avec des fleurs. Désolée si je t'ai blessé hier. Ce n'était pas intentionnel. Achète-toi quelque chose de joli, avec amour. Ah. À côté de la carte, comme réponse automatique à tout conflit, se trouvait sa carte bancaire noire, celle qu'il disait être pour les urgences. Sa façon habituelle de résoudre les problèmes était avec de l'argent. Une bague en diamant après une dispute sur ses regards envers d'autres femmes. Un week-end à Medjev, quand j'ai découvert des messages suspects sur son téléphone. Une carte platinum quand j'ai remis en question son absence à l'anniversaire de ma mère. J'ai regardé ce morceau de plastique noir sur la table et quelque chose s'est brisé en moi. 5 ans de petites humiliations, de sentir que je devais constamment prouver ma valeur, d'être traitée comme un projet caritatif réussi. 5 ans à faire semblant de ne pas remarquer les regards de dédain de sa famille, les plaisanteries sur mon accent que je n'avais jamais tout à fait perdu, les commentaires innocents sur la façon dont j'avais appris rapidement les usages du grand monde. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu un message de lui. « On dîne dehors ce soir ? On pourrait aller à ce japonais que tu aimes. » Typique d'Antoine. Jamais de véritables excuses, jamais une conversation honnête sur le problème. Juste un geste matériel pour balayer le conflit sous le tapis. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision impulsive, de celle qui change le cours d'une vie. J'ai appelé mon assistante au bureau. « Sophie, je vais avoir besoin de quelques semaines de congé. Peux-tu prendre en charge les projets en cours ? J'organiserai une réunion virtuelle plus tard pour expliquer les détails. » Ensuite, j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Il y avait un vol pour Paris partant dans 4 heures. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai acheté le billet. Classe affaires. Après tout, si c'était pour utiliser sa carte pour les urgences, celle-ci en était certainement une. En moins d'1 heure, j'ai fait mes valises. Je n'ai pas emporté grand-chose, quelques vêtements, les documents. Essentiel, des produits de toilette. Assez pour quelques semaines. J'ai laissé les bijoux qu'il m'avait donnés sur le lit, à l'exception de la montre que j'avais achetée avec mon propre argent, pour célébrer le premier gros contrat de mon agence événementielle. Avant de partir, j'ai hésité un instant. Ce que je faisais était de la folie. Irresponsable. Peut-être même criminel, étant donné que j'étais sur le point d'utiliser sa carte sans permission explicite. Mais ensuite, je me suis souvenu du dîner, des sourires satisfaits de sa famille, de la façon dont il avait diminué tout ce que j'avais accompli, attribuant mon succès à sa générosité. J'ai pris la carte, j'ai fermé la porte de l'appartement et je n'ai pas regardé en arrière. À l'aéroport, à chaque pas que je faisais vers l'embarquement, je ressentais un mélange contradictoire de libération et de culpabilité. La voix de la raison criait que je jetais par la fenêtre 5 ans de relation à cause d'un seul incident. Mais mon cœur savait que ce n'était pas seulement un incident. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase d'un océan de petites humiliations quotidiennes. Pendant le vol, j'ai commandé du champagne. Pas pour célébrer, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour calmer mes nerfs. À chaque gorgée, je revisitais mentalement les moments où j'aurais dû percevoir les signes, comme lorsque j'ai rencontré sa mère et qu'elle, après m'avoir examiné de haut en bas, a commenté « Antoine a toujours eu un cœur généreux », ou quand sa sœur aînée, lors d'un déjeuner dominical, a demandé, avec une fausse innocence, « Et comment s'appelait déjà ce petit village où tu es né ? C'est si difficile de localiser ces petits endroits sur la carte. » J'ai fermé les yeux et me suis laissé sombrer dans le fauteuil confortable de la classe affaires. J'aurais bien assez de temps pour m'inquiéter des conséquences une fois, à Paris. Pour l'instant, je voulais juste la sensation de m'envoler loin, non seulement d'Antoine, mais de la femme que j'étais devenue à ses côtés, peu sûre d'elle, éternellement reconnaissante, constamment en quête d'approbation. Quand l'avion a atterri à Charles de Gaulle, c'était déjà le matin à Paris. J'ai pris un taxi et, sans aucun plan préalable, j'ai demandé à être conduite à l'hôtel Plaza Athénée, l'un des plus luxueux de la ville que j'avais vu dans des films. Si c'était pour dépenser l'argent d'Antoine, autant le faire avec style. Au comptoir de la réception, lorsque j'ai présenté la carte noire, l'employé n'a pas sourcillé. Il était certainement habitué aux touristes riches. J'ai été conduite à une suite avec vue sur la Tour Eiffel, 2 500 € par nuit.
Une somme absurde qui, à un autre moment de ma vie, m'aurait fait m'étouffer. Mais à cet instant, chaque euro dépensé était une petite vengeance. La suite était éblouissante, avec sa décoration classique, française, ses meubles anciens et une salle de bain en marbre plus grande que mon premier appartement. J'ai ouvert les rideaux et je suis restée là, immobile, observant la tour Eiffel au loin. Paris, la ville des amoureux, témoignant ironiquement de la fin traumatisante de ma relation. J'ai pris un long bain, j'ai enfilé une des rares robes que j'avais apportées et je suis descendue explorer la ville. Mon français se limitait à bonjour et merci, mais cela ne m'a pas empêché de marcher sans but dans les rues parisiennes, absorbant chaque détail. Les bâtiments historiques, les terrasses de café, les Parisiens élégants avec leurs petits chiens et leurs expressions blasées. Sur l'avenue Montaigne, je me suis arrêtée devant Dior. Je ne m'étais jamais permis d'entrer dans une boutique comme celle-là. Même après que mon entreprise ait commencé à faire des bénéfices, j'avais gardé des habitudes frugales, résultat d'une enfance où chaque centime était compté 3 fois avant d'être dépensé. Mais maintenant, avec la carte d'Antoine dans ma poche, j'ai poussé la porte et je suis entrée. 2 heures et 12 000 euros plus tard, je suis sortie de chez Dior, chargée de sacs contenant une robe, 2 paires de chaussures et un sac à main. La sensation était surréaliste, un mélange d'euphorie vengeresse et de culpabilité persistante. J'ai continué mon pèlerinage dans le temple de la consommation qu'est Paris. Chanel, Louis Vuitton, Hermès. Dans chaque boutique, la même routine. Choisir les articles les plus chers, présenter la carte d'Antoine, sortir chargé de sacs. À la fin de la journée, épuisée par le décalage horaire et le marathon de shopping, je suis retournée à l'hôtel. À la réception, un message m'attendait. Mon téléphone avait des dizaines d'appels manqués d'Antoine. Je les ai tous ignorés. À la place, j'ai pris des photos de mes nouvelles acquisitions étalées sur le lit king size et je les ai postées sur les réseaux sociaux avec la légende « Nouveau chapitre, nouvelle vie ». Paris m'accueille à bras ouverts. Je savais qu'il verrait. Je savais qu'il comprendrait le message implicite. Et surtout, je savais que la facture de la carte de crédit finirait par arriver, détaillant chaque euro que j'avais dépensé dans ma fuite impulsive. Cette première nuit à Paris, je me suis endormie avec un sourire aux lèvres, bercée par la satisfaction puérile de la vengeance et le luxe des draps en coton égyptien 1000 fils. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin, la réalité a commencé à s'infiltrer dans ma petite bulle de rébellion. Qu'est-ce que je faisais ? À 45 ans, me comportant comme une adolescente en fuite, dépensant de l'argent qui n'était pas le mien par pur dépit. Mon téléphone a sonné. C'était encore Antoine. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Où diable es-tu » Sa voix tremblait de colère contenue. « À Paris », ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. J'avais besoin de temps pour réfléchir. « Avec ma carte de crédit, tu as perdu ?»« La tête ?» ?»« J'ai déjà vu tes achats, Hélène. C'est du vol. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire de couple. Après tout, tu aimes tant célébrer à quel point tu m'as aidé à surmonter mes origines modestes. Je m'adapte juste à ton niveau de vie. Tu vas rentrer immédiatement et tu vas me rembourser chaque centime. Où je vais ? Où tu vas quoi, Antoine ? Porter plainte contre moi ? S'il te plaît, fais-le. Explique que tu as donné ta carte à ta petite amie pour qu'elle l'utilise et que maintenant tu regrettes, parce qu'elle dépense trop. Je suis sûre qu'ils prendront ça très au sérieux. Un silence à l'autre bout du fil. Puis, sur un ton calculé et calme que je connaissais bien, le ton qu'il utilisait dans les négociations difficiles, il a dit « Parlons-en comme des adultes. Ce n'est pas toi, Hélène. Tu agis sur un coup de tête, blessée par quelque chose qui n'était même pas intentionnelle. Rentre à la maison et réglons ça. » Pendant un instant, j'ai failli céder. C'était vrai. Cette femme vengeresse dépensant frénétiquement n'était pas moi. Mais il était également vrai que la femme soumise et peu sûre d'elle qui acceptait des miettes d'affection ne l'était pas non plus. Qui étais-je, au final ? C'était la question à laquelle Paris pourrait peut-être m'aider à répondre. J'ai besoin de temps, Antoine. Du temps loin de toi, loin de ta famille, loin de tout. Avec mon argent, c'est du chantage, Hélène. Non, c'est juste une compensation pour 5 années, dédiée à un homme qui ne m'a jamais considéré comme son égal. Considère ça comme un paiement pour service rendu. Après tout, n'est-ce pas ce que pensait ta famille ? Que j'étais avec toi pour l'argent ? Il a respiré profondément.
Combien de temps vas-tu rester là-bas? Et combien comptes-tu dépenser? J'ai au moins besoin de connaître l'étendue des dégâts. Je ne sais pas combien de temps. Et quant à l'argent, eh bien, tu as toujours dit que cette carte était pour les urgences. Crois-moi, Antoine, c'est définitivement une urgence existentielle. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Je ne lui avais jamais parlé de cette manière, directe, crue, sans peur de déplaire. C'était effrayant, et en même temps, étrangement libérateur. J'ai regardé les sacs de courses éparpillés dans la chambre, et j'ai ressenti une pointe de honte. Ce n'était pas moi. Je n'ai jamais été matérialiste, même après que mon entreprise ait commencé à prospérer. Les achats compulsifs ne résoudraient pas le vide que je ressentais. Les jours suivants, j'ai modéré mes dépenses, mais je ne suis pas retournée en France. Au lieu des boutiques de luxe, j'ai commencé à explorer le vrai Paris, les musées moins connus, les jardins publics, les petits cafés où les touristes allaient rarement. Je marchais pendant des heures, sans destination, observant et absorbant, simplement. Dans un de ces cafés, dans le quartier de Saint-Germain, je me suis assise pour prendre un café et observer les passants. À la table voisine, une dame d'environ 70 ans lisait un livre en portugais. Surprise de trouver une compatriote, je n'ai pas résisté et j'ai engagé la conversation. « Excusez-moi de vous déranger, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous lisez en portugais. Vous êtes brésilienne ?» Elle a levé les yeux de son livre et a souri. « Oui, lyonnaise d'origine, mais j'habite à Paris depuis près de 40 ans. » Elle s'est présentée comme Élise. Elle était veuve, ancienne professeure d'université et avait déménagé à Paris après un désastre amoureux, comme elle l'a défini elle-même en riant. Nous avons parlé pendant des heures. Je lui ai raconté une version édulcorée de mon histoire, omettant le détail de la carte de crédit, et elle a écouté sans jugement, ce qui m'a fait me sentir instantanément à l'aise en sa présence. « Vous savez, dit-elle après avoir entendu mon récit, je suis aussi venue à Paris en fuyant un homme. Sauf que, dans mon cas, c'était mon mari qui m'a quittée pour sa secrétaire après 20 ans de mariage. J'ai cru que j'allais mourir de chagrin. Et me voilà, 40 ans plus tard, plus vivante que jamais. En fin d'après-midi, nous avons échangé nos numéros de téléphone. Avant de nous dire au revoir, elle m'a regardé sérieusement. Paris a cet effet sur les gens, surtout sur les femmes blessées. La ville accueille, réconforte, puis transforme. Laissez-vous porter par elle. Je suis retournée à l'hôtel en pensant aux mots d'Élise. Paris comme refuge pour les cœurs brisés. Combien de femmes avant moi avaient marché dans les mêmes rues, portant des douleurs similaires? Le luxe du Plaza Athénée a commencé à me paraître superficiel, une extension du monde que j'avais laissé derrière moi, un monde d'apparence et de statut. Après 2 semaines, j'ai décidé de déménager dans un hôtel plus simple dans le Marais. Un quartier historique, avec plus d'authenticité et moins d'ostentation. C'est à cette époque que j'ai reçu un message de Sophie, mon assistante, m'informant que les clients demandèrent de mes nouvelles et que certains projets nécessitaient des décisions urgentes. La réalité frappait à la porte. J'avais une entreprise à gérer, des responsabilités, une vie au-delà de la vengeance contre Antoine. J'ai organisé une visioconférence avec mon équipe. Avec le décalage horaire, j'ai dû me réveiller, à 5 heures du matin. Mais cela en valait la peine. Voir les visages familiers de mes employés m'a ramené sur terre. Ils semblaient soulagés de me voir, même à travers l'écran. J'ai pris des décisions, délégué des tâches, repris, même à distance, les rênes de l'entreprise que j'avais construite à partir de zéro. La 3e semaine à Paris, j'ai reçu un appel d'Élise. J'organise une petite fête à la maison ce samedi. Rien de formel, juste quelques amis pour dîner. Voudriez-vous venir? J'ai accepté l'invitation immédiatement. L'appartement d'Élise se trouvait à Montmartre, dans un immeuble ancien avec vue sur la ville. C'était un endroit petit, mais chaleureux, rempli de livres, de plantes et de souvenirs d'une vie bien vécue. Les invités étaient un mélange éclectique, quelques expatriés comme elle, d'autres Français, tous intellectuels, artistes ou professions libérales. Pendant le dîner, je me suis assise à côté d'un homme d'âge moyen nommé Jean-Philippe. Il était chef cuisinier et propriétaire d'un petit restaurant dans le quartier. Nous avons parlé de cuisine brésilienne, et il a montré un intérêt sincère lorsque j'ai mentionné les plats typiques de ma région d'origine que ma mère préparait. Je prévois un menu avec des influences.
sud-américaine pour le mois prochain, a-t-il dit. Ce serait un honneur si vous pouviez me donner quelques idées. Nous avons échangé nos coordonnées et les jours suivants, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour discuter de recettes. Jean-Philippe était différent de tous les hommes que j'avais connus. Il n'était pas impressionné par le statut ou les possessions. Son intérêt sincère portait sur la culture, les histoires derrière les recettes, l'authenticité des expériences. Un mois après mon arrivée à Paris, j'ai reçu une notification de la banque. La carte d'Antoine avait été bloquée. À ce moment-là, j'avais dépensé environ 35 000 des 50 000 euros disponibles, beaucoup moins que ce que j'aurais pu dépenser, mais tout de même une somme considérable. La nouvelle ne m'a pas surprise. En fait, je m'attendais à ce que cela arrive bien plus tôt. J'ai vérifié mon propre compte bancaire. J'avais suffisamment d'économies pour quelques semaines de plus, peut-être un mois, en vivant modestement. Après cela, je devrais trouver une source de revenus ou retourner en France. L'idée de rentrer me causait de l'anxiété. Je n'étais pas prête à affronter Antoine, sa famille, les regards curieux des amis communs, les questions sur mon comportement irrationnel. En même temps, je ne pouvais pas continuer à fuir indéfiniment. C'est Élise qui a offert une solution inattendue. « J'ai une chambre libre à la maison », dit-elle lors d'un de nos rendez-vous pour un café. Ma fille vivait avec moi, mais elle a déménagé à Marseille le mois dernier. La chambre est petite, mais confortable. Tu peux y rester le temps qu'il te faudra, en payant juste ta part des charges. L'offre était tentante. L'appartement d'Élise était modeste, mais charmant, et sa compagnie était devenue un havre de paix en ces jours turbulents. J'ai accepté, promettant que ce serait un séjour temporaire, juste le temps d'organiser mon retour au pays. La semaine, même où j'ai emménagé chez Élise, j'ai reçu un appel de Jean-Philippe. Vous vous souvenez que j'ai mentionné chercher des influences sud-américaines pour mon menu? Aimeriez-vous m'aider en tant que consultante? Ce serait un travail temporaire, 3 jours par semaine. Rien de très sophistiqué, juste partager vos connaissances sur la cuisine brésilienne et aider à l'élaboration de quelques plats. La proposition tombait à pic. Non seulement cela me donnerait une occupation pendant mon séjour prolongé, mais aussi un petit revenu qui aiderait à couvrir mes dépenses de base. De plus, l'idée de travailler avec la nourriture, quelque chose de si fondamental dans ma culture, si lié à mes souvenirs les plus anciens, semblait un retour à mes racines. Les jours suivants, je me suis consacrée à ce nouveau projet avec un enthousiasme renouvelé. J'ai enseigné à Jean-Philippe comment préparer un authentique feijão tropeiro, du pão de queijo et d'autres classiques de ma région. Lui, à son tour, m'a enseigné des techniques françaises qui transformaient des ingrédients simples en plats raffinés. La routine a commencé à prendre forme. Le matin, je travaillais à distance avec mon équipe au Brésil. L'après-midi, j'allais au restaurant de Jean-Philippe. Et le soir, je partageais des dîners tranquilles avec Élise, échangeant des histoires sur nos vies, nos amours ratés, nos découvertes tardives. C'est lors d'un de ces dîners qu'Élise a finalement raconté son histoire complète. Son mari, un homme d'affaires respecté, avait entretenu une liaison avec sa secrétaire pendant des années. Quand elle l'a finalement confronté, il a tout nié, la traitant de paranoïaque. Le gaslighting, comme on dit aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de mot pour ça. Il a réussi à convaincre amis et familles qu'elle était mentalement instable. Et quand il a demandé le divorce, il a obtenu la majeure partie des biens et même la garde de leur petite fille. Ce n'est qu'après être venu à Paris, sans rien ni personne, que j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé, dit-elle en remplissant nos verres de vin. Il m'avait lentement annihilé, au fil des ans, minant ma confiance, me faisant douter de moi-même. Quand j'ai finalement réussi à réagir, il était trop tard. J'avais tout perdu, y compris ma crédibilité. Ces paroles ont profondément résonné en moi. N'était-ce pas exactement ce que faisait Antoine? De manière plus subtile, peut-être, mais tout aussi efficace, me rappelant toujours d'où je venais, se positionnant toujours comme mon bienfaiteur, laissant toujours clair que ma place dans ce monde était concédée par lui. Et comment? Avez-vous reconstruit votre vie? Ai-je demandé, un pas à la fois. D'abord, j'ai accepté des travaux de nettoyage. Ironiquement, moi, professeur d'université, nettoyant des maisons pour survivre. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours particuliers de portugais. J'ai refait un master, car mon diplôme brésilien ne valait pas grand-chose ici. Lentement,
J'ai construit une réputation académique. Et plus important encore, j'ai appris à vivre seule, à aimer ma propre compagnie. J'ai compris que la solitude n'était pas une punition, mais une opportunité de connaissance de soi. Cette nuit-là, allongée dans la petite chambre qui était maintenant la mienne, j'ai réfléchi aux paroles d'Élise. Étais-je aussi en train d'être annihilée, lentement, année après année? Ma fuite impulsive avait-elle été en fait un cri désespéré d'autopréservation? Et plus important encore, que voulais-je pour moi à partir de maintenant? Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était encore Antoine. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « J'ai découvert où tu es, » dit-il, sans préambule. « J'arrive à Paris demain. » Mon cœur s'est emballé. « Comment ça? Comment as-tu découvert? Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas? Ton adresse IP apparaît quand tu accèdes au système de l'entreprise. De plus, je ne suis pas idiot, Hélène. Tu postes des photos sur les réseaux sociaux. Maudits réseaux sociaux. J'avais oublié qu'Antoine avait accès au système de l'entreprise, qu'il pouvait suivre mes activités en ligne. Quelle idiote. Ce n'est pas la peine, Antoine. Je vais bien, j'organise mon retour. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de mon argent. Tu as dépensé plus de 35 000 € de ma carte dans une vengeance puérile. C'est un délit, Hélène. Et si tu penses que je vais laisser passer, tu te trompes lourdement. La menace était claire. Antoine ne venait pas pour une réconciliation, mais pour un règlement de compte. La peur initiale a laissé place à la colère. Pour qui se prenait-il pour m'intimider ainsi? Fais ce que tu juges bon, Antoine. Mais souviens-toi, j'ai 5 ans d'histoire sur toi et ta famille que je suis sûre qu'il préférerait le garder privé. Un bluff, bien sûr. Je n'avais rien de compromettant contre lui, à part quelques infidélités que je soupçonnais mais n'avais jamais confirmées. Cependant, la menace vague a semblé fonctionner, car il a hésité. « Je ne te menace pas, » dit-il enfin, sur un ton plus conciliant. « Je veux juste régler ça civilement. Je serai à l'hôtel Ritz. Retrouve-moi demain à 19h au bar de l'hôtel. » Sans attendre de réponse, il a raccroché. J'ai passé la nuit blanche, analysant mes options. Je pouvais ignorer le rendez-vous, mais cela ne ferait que retarder l'inévitable. Je pouvais essayer de fuir à nouveau. Mais où? Et avec quelles ressources? Où je pouvais l'affronter, assumer les conséquences de mes actes impulsifs et essayer de négocier une solution. Le lendemain matin, j'ai raconté l'appel à Élise. Elle m'a écouté attentivement, sans interrompre. Quand j'ai terminé, elle a pris mes mains entre les siennes. « Tu sais que tu devras rembourser l'argent, n'est-ce pas? Peu importe à quel point ta colère était justifiée, utiliser sa carte sans permission était mal. » J'ai acquiescé, honteuse. Au fond, j'avais toujours su que ce moment arriverait. Mais cela ne signifie pas que tu doives retourner avec lui, ou même retourner en France immédiatement. Tu construis quelque chose ici. Une nouvelle perspective, de nouvelles relations. Peut-être même une nouvelle carrière. N'abandonne pas ça par peur. Ces paroles m'ont donné de la force. J'ai décidé de rencontrer Antoine, mais pas comme la femme peu sûre d'elle qui avait quitté Lyon. Je le rencontrerai comme quelqu'un qui commençait à redécouvrir sa propre valeur. Cet après-midi-là, j'ai mis la robe la plus simple que j'avais apportée. Pas de marque de luxe achetée avec sa carte. J'ai attaché mes cheveux en un chignon simple, appliqué un maquillage minimal. Je voulais qu'il me voie tel que j'étais vraiment, sans artifice. Le bar du Ritz était exactement comme je l'imaginais. Élégant, exclusif, plein de touristes riches et de Parisiens blasés. Antoine était déjà là quand je suis arrivée, assis à une table discrète dans un coin, sirotant ce qui semblait être un whisky. En me voyant, il s'est levé. Pendant un instant, j'ai vu son visage s'adoucir, comme s'il était sincèrement soulagé de me voir. Mais bientôt, l'expression s'est durcie à nouveau, et j'ai compris que ce ne serait pas une rencontre facile. « Hélène, » dit-il, sans m'embrasser ni me serrer dans ses bras. « Tu es différente. » Je me suis assise en face de lui. « Paris change les gens, dit-on. » Un serveur s'est approché, et j'ai commandé un Perrier. Je voulais garder la tête froide. Antoine semblait impatient d'entamer la conversation qui importait vraiment, mais j'ai attendu que ma boisson arrive. Petit acte de résistance. Maintenant, ce serait à mon rythme, pas au sien. Alors, dit-il en tapotant des haies, doigt sur la table. Je veux une explication et un plan de remboursement. Maintenant. Il n'y a pas grand-chose à expliquer.
ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. Tu m'as humiliée publiquement, confirmant ce que j'ai toujours soupçonné. Pour toi, je ne suis qu'un projet caritatif réussi. S'il te plaît, Hélène, c'était un compliment. Et même si ce n'était pas le cas, voler ma carte n'est pas une réponse proportionnée. Tu as raison. J'ai vu la surprise dans ses yeux quand j'ai acquiescé. C'était impulsif et mal. Je paierai chaque centime, mais selon mes conditions. Notre rencontre fut interrompue par un brouhaha dans le bar. Une femme élégante, que j'ai reconnue comme étant Claire Dubois, une influente femme d'affaires française, s'est approchée. « Jean-Philippe m'a parlé de votre collaboration au restaurant », dit-elle en anglais. « Je cherche des consultants pour notre expansion au Brésil. » Nous avons échangé nos cartes sous le regard incrédule d'Antoine. Quand elle s'est éloignée, il semblait déconcerté. « Qui était-ce ?»« Une opportunité », ai-je répondu simplement. Les semaines suivantes, ma vie a pris un tournant inattendu. Claire m'a offert un contrat pour aider des marques françaises sur le marché brésilien. Jean-Philippe a montré un intérêt romantique, mais j'ai gardé mes distances. Mon cœur avait encore besoin de temps. Au 3e mois, ma mère est apparue à Paris, inquiète de ma disparition. Elle est venue préparer à me ramener, faisant l'éloge d'Antoine et de son statut. Mais en témoignant de ma nouvelle vie, elle a changé de perspective. « Je ne t'ai jamais vue aussi toi-même, ma fille, » dit-elle, me surprenant. Le coup de grâce est venu lorsque j'ai découvert par une amie qu'Antoine entretenait une liaison avec son assistante depuis plus de 2 ans. La révélation m'a complètement libérée de la culpabilité. Quand mon visa de touriste était sur le point d'expirer, Jean-Philippe a suggéré un mariage blanc. J'ai refusé gentiment. Je ne voulais pas échanger une dépendance contre une autre. La solution est venue lorsque j'ai reçu une invitation à représenter le restaurant lors d'un salon gastronomique à Lyon. En retournant en France, j'ai appris qu'Antoine faisait face à de graves problèmes financiers. J'ai proposé un accord. Je paierai le montant de la carte en plusieurs fois, à condition qu'il reconnaisse publiquement l'humiliation qu'il m'avait causée. Notre dernière rencontre n'a pas été marquée par la rancœur, mais par une reconnaissance mutuelle que nos vies suivraient des chemins distincts. Je suis retournée à Paris par choix, non par fuite. J'ai fondé ma propre agence mettant en relation des entrepreneurs français et brésiliens. J'ai refusé la proposition de mariage, préférant affronter les défis de l'immigration par mes propres mérites. Paris m'a appris que parfois, nous devons tout perdre, y compris notre dignité, pour enfin nous trouver. Aujourd'hui, à 65 ans, je regarde en arrière et je vois que ces 50 000 € dépensés sur la carte d'Antoine n'étaient pas une vengeance. C'était le prix de ma libération. Quand de jeunes femmes me demandent si je regrette, je souris et je dis « L'argent ? Oui, j'aurais dû dépenser moins. La fuite ? Jamais. C'était le premier pas que j'ai vraiment fait pour moi-même. Le temps passe, les rides apparaissent, mais la liberté que j'ai conquise dans ces rues parisiennes reste intacte. Après tout, comme disent les Français, mieux vaut tard que jamais.